I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'un des serial killers les plus médiatisés du XXe siècle, Jeffrey Lionel Dahmer, aussi surnommé le cannibale de Milwaukee. Si ce nom ne vous dit rien, je vous invite à aller visionner la série Netflix en 10 épisodes sortie il y a quelques semaines. Elle retrace assez bien le chemin sordide de ce tueur, et c'est elle qui a inspiré ma vidéo que vous visionnez aujourd'hui. En effet, si la série raconte de manière assez fidèle l'histoire de cet homme, j'aurais aimé qu'elle s'attarde un petit peu plus sur la psyché du meurtrier. Et c'est finalement pour ça que je fais cette vidéo. Non pas pour raconter ses faits de manière sensationnelle, ni pour l'excuser ou minimiser ses actes, mais simplement parce qu'il y a des choses à dire vis-à-vis de cet homme sur lesquelles la série ne s'attarde pas énormément. Et comme toujours, petit disclaimer avant de débuter, il se peut que cette vidéo soit difficile à regarder, car même si je ne veux pas entrer dans tous les détails sordides, il m'est impossible de parler de Jeffrey Dahmer sans parler un minimum de ses actes. Si vous sentez que ça va trop loin pour vous, écoutez-vous et n'hésitez pas à couper la vidéo. Jeffrey Dahmer est né à Milwaukee le 21 mai 1960, fils d'un père très occupé par sa fin d'études puis son travail, et d'une mère pour qui la grossesse a été extrêmement difficile. Enceinte, Joyce, la mère de Jeffrey, était victime de vertiges et d'extrêmes nausées. En plus de ça, ses muscles devenaient parfois raides, ce qui conduit les médecins à lui prescrire des médicaments ainsi que de la morphine. Sa grossesse fut donc compliquée tant physiquement que mentalement. Elle fut contrainte de quitter son emploi et devint de plus en plus nerveuse. Et plus les semaines passaient, plus la situation devenait difficile pour le couple. Parfois, suite à une dispute, Joyce finissait par quitter la maison pour aller s'asseoir sur un banc, seule, alors qu'il neige, et ce jusqu'à ce que son mari la retrouve et la ramène. Comme le raconte Lionel Dahmer, le père de Jeffrey Dahmer, dans son livre, ni lui ni elle n'étaient prêts pour cette grossesse, arrivée seulement 2 mois après leur mariage. Et ne sachant plus quoi faire pour améliorer la façon dont elle se sentait au quotidien, Joyce continua à prendre divers médicaments pendant tout le reste de sa grossesse. Lionel dira même que certains jours, elle prenait jusqu'à 26 pilules. D'ailleurs, la grossesse ayant fragilisé leur relation, le couple ne retrouvera jamais leur complicité et leurs sentiments d'antan. Les fondations de la vie du jeune homme étaient donc déjà bancales et n'ont clairement pas aidé son développement par la suite. Dr. Eric Hickey is a criminal psychologist at Walden University. He has studied serial killers, sexual predators, and crime scene investigations for years, and he is joining us live tonight. En 1997, Eric W. Hickey émet une hypothèse sur la façon dont l'esprit d'un tueur en série se développe. Selon lui, un tueur en série vivrait un ou plusieurs traumatismes durant ses années de formation, événement créant un sentiment d'impuissance et de doute envers lui-même. Souvent oublié avec le temps, cet événement pourrait éventuellement refaire surface et créer une scission dans la personnalité du sujet, le poussant ensuite à vouloir reprendre le contrôle quant à cette situation. Pour donner des exemples de facteurs environnementaux traumatiques, Hickey mentionne par exemple les familles instables, la mort d'un parent, un divorce, les rejets, la négligence, etc. En 2015 ensuite, une étude est faite par le docteur Kenji Abe de l'université Toin de Yokohama. Dans cette étude, l'enfance de 41 tueurs en série a été examinée. Suite à ça, 7 catégories se sont démarquées. Je ne vais pas toutes les expliquer dans cette vidéo, mais plutôt me concentrer sur une des 7 catégories. Durant cette étude, Jeffrey Dahmer fut placé dans la catégorie numéro 6, soit la catégorie nommée négligence. Un grand nombre de sujets entrant dans cette catégorie ont souffert de négligence émotionnelle au sein de leur famille. Dans le cas de Jeffrey Dahmer par exemple, son père était souvent absent de la maison, à cause de son travail. Et quand il était là, le couple se disputait souvent. Et il est même arrivé que Joyce, la mère de Jeffrey, se mette à menacer son mari avec un couteau. À ça se sont ajoutés des traumatismes externes. Jeffrey par exemple a subi une opération chirurgicale pour une hernie à seulement 4 ans. Lionel dira d'ailleurs que quelque chose avait changé suite à cette opération. Son fils était différent. Il semblait plus froid, plus vulnérable, plus triste.
Alors évidemment, tous les enfants ayant souffert de négligence ou ayant vécu dans une famille toxique ne deviennent pas des tueurs en série. Mais ça reste quelque chose qui, même sans aller à l'extrême, peut laisser des traces dans le développement d'une personne. Ce que le docteur Abbé montra en tout cas suite à son étude, c'est que les tueurs en série étudiés avaient tous bel et bien souffert d'un cadre familial compliqué, et d'abus physiques ou mentaux pour la plupart. 4 ans, c'est également l'âge auquel Jeffrey Dahmer a vu pour la première fois un véritable squelette d'animal. L'enfant était présent lorsque son père retira un cadavre d'animal de sous la maison, et alors qu'il terminait de nettoyer, Lionel se reconcentra sur son travail et lâcha son fils des yeux quelques instants, le laissant aux côtés de sa mère. Lorsqu'il termina quelques minutes plus tard, Jeff était toujours là avec sa mère, jouant avec les os de l'animal qu'il regardait, avec une certaine fascination. Lionel écrira des années plus tard dans son livre qu'il n'arrive plus à distinguer les choses ordinaires et enfantines de l'horreur vers laquelle Jeffrey est allé en grandissant. Était-il déjà affaire surveillée et destructeur lorsqu'à 6 ans il brisa les fenêtres d'une maison abandonnée? Ou lorsqu'il semblait captivé par les entrailles des poissons que son père vidait après une journée de pêche? Pour finir sur son enfance, Jeffrey n'a jamais eu énormément d'amis. Son père le décrivit comme un enfant très timide et souvent dans son coin. Il passait surtout son temps seul et était souvent à la recherche de cadavres d'animaux qu'il aimait étudier et cacher dans un endroit que lui seul connaissait. Fait important pour finir, il ne tua jamais d'animaux lui-même et se contenta seulement de ramasser les dépouilles qu'il trouvait. The marriage was starting to dissolve. And I told Jeff and my youngest son, Dave, she was advocating for a divorce. Jeff reacted badly. He went out and started slapping trees with a branch. Apparently because he felt like he lost control. En 1977, les parents de Jeffrey Dahmer divorcent. Sa mère part avec David, le petit frère de Jeffrey, et abandonne en quelque sorte Jeffrey à son sort. Et retenez bien cette information car c'est important pour la suite. Son père lui rencontrera une nouvelle femme et laissera lui aussi son fils seul dans la maison familiale pendant plusieurs mois. Alcoolique, Jeff se mettra à boire encore plus durant cette période. Et c'est également à ce moment-là qu'il commettra son premier meurtre, tuant Stephen Hicks, un autostoppeur à qui il avait proposé d'aller boire quelques bières chez lui avant de le déposer à un concert. Et tout aurait pu s'arrêter ici pour Dahmer. Car alors qu'il tenta de se débarrasser du corps qu'il avait découpé et disposé dans plusieurs sacs poubelles à l'arrière de sa voiture, la police lui fit signe de se ranger sur le bas-côté étant donné qu'il avait une conduite plutôt étrange. Dahmer sentait l'alcool. Il prétexta qu'il avait du mal à accepter le divorce de ses parents et que pour se vider la tête, il avait travaillé chez lui, le contenu des sacs étant seulement des feuilles et choses dont il devait se débarrasser. Et oui, la police le laissa partir. Dahmer réussira à avoir gain de cause à plusieurs reprises face à la police, car oui, il était malheureusement un bon manipulateur. Dahmer ne tuera plus durant 9 ans, 9 années durant lesquelles les pulsions meurtrières s'intensifiaient. Pour les calmer, il côtoyait le monde de la nuit, buvait, faisait l'amour, etc. Mais quand ça ne suffisait pas, il allait plus loin en droguant des hommes afin d'assouvir ses pulsions sexuelles. Dahmer dira qu'après sa deuxième victime, il ne fut plus en mesure de s'arrêter. Cette deuxième victime était selon lui un accident. Ce soir-là, Jeffrey s'est lui-même drogué et c'est en se réveillant le lendemain matin dans la chambre d'hôtel qu'il découvrit le corps de Steven Tuomi, battu à mort. Jeffrey tuera 15 hommes de plus avant son arrestation. Police removed boxes and boxes of body parts, evidence of what appears to be a psychopathic mass murder. Authorities also took out a barrel of what they think is acid. Police are reluctant to reveal exactly how many victims there might be, but knowledgeable investigators say it could be more than a half a dozen. Le 22 juillet 1991,
Jeffrey Dahmer est arrêté. Et c'est en 1992 qu'il est reconnu coupable de 17 meurtres et est condamné à plus de 900 ans de prison. Les policiers ont par ailleurs trouvé dans son appartement une tête coupée, des organes congelés et des parties de corps humain plongées dans un bidon d'acide. Et pour rappel, si j'ai sauté pas mal d'années de la vie de Dahmer, c'est parce que le but de cette vidéo n'est pas de raconter sa vie dans les moindres détails, mais plutôt de s'attarder sur la psyché de cet homme, notamment les nombreuses paraphilies et le trouble paraphilique dont il était atteint. Car oui, tous ces meurtres ou presque ont un lien avec le sexe. Une paraphilie est une attirance ou pratique sexuelle qui diffère des actes dits traditionnels. On peut retrouver par exemple le voyeurisme, le masochisme, le cannibalisme, la nécrophilie et d'autres. Les caractéristiques essentielles d'une paraphilie sont des fantasmes sexuellement excitants, des impulsions sexuelles ou des comportements revenant de façon répétée, et ce pendant une période d'au moins 6 mois. Et chez certaines personnes, un stimuli paraphilique est obligatoire pour déclencher une excitation sexuelle. Chez d'autres, les paraphilies peuvent survenir qu'à certains moments et non tout le temps, par exemple pendant une période de stress ou des choses comme ça. Mais la paraphilie telle qu'elle est à dissocier de ce que l'on appelle le trouble paraphilique. Et pour expliquer le trouble paraphilique, je vais vous donner la définition donnée dans le DSM-5, soit le manuel diagnostique et clinique des troubles mentaux. Un trouble paraphilique est une paraphilie qui cause du malaise ou des difficultés à la personne, ou une paraphilie dont la satisfaction a causé du mal ou le risque de nuire à d'autres personnes. La présence d'une paraphilie est une condition nécessaire mais pas suffisante pour qu'il y ait un trouble paraphilique, et la présence d'une paraphilie ne justifie pas en elle-même une intervention clinique. Autant dire qu'il n'y a aucun doute, Jeffrey était bel et bien atteint d'un trouble paraphilique, tant ces paraphilies ont causé du mal à autrui. D'ailleurs, pour que ce soit clair, s'il fallait citer les paraphilies concernant Jeffrey Dahmer, on retrouverait la nécrophilie, car oui, il pratiquait des actes sexuels avec les corps, le cannibalisme, et également dans la série, le psychiatre utilise le terme de splanchnophilia, soit le fait d'être excité sexuellement par les organes et les viscères. En réalité, on ne trouve pratiquement rien sur cette paraphilie. Le psychiatre Juan Ariel Zúñiga dira sur cette paraphilie qu'elle est si rare que le terme n'est pas vraiment utilisé ni documenté. Where did sex enter in to the killings, Jeff? It was a big part of it. My only objective was to find the best looking guy that I could. Jeffrey avoua lui-même que plus le temps passait, plus il y avait quelque chose de sexuel dans ses meurtres. Comme dit plus tôt, il fut fasciné très jeune par les animaux morts, et par leurs viscères. C'est d'ailleurs entre 12 et 15 ans qu'il chercha le plus d'animaux morts, âge à partir duquel son désir sexuel commença à apparaître et à s'amplifier. Plus tard, il avouera même trouver que la chaleur se dégageant d'un corps découpé était sexuellement excitante. D'ailleurs, son excitation sexuelle était également beaucoup tournée vers le contrôle et la domination. Avoir le contrôle sur quelqu'un, pouvoir en faire ce qu'il voulait, l'excitait et lui permettait d'assouvir ses pulsions. Ok, maintenant que nous avons évoqué rapidement son enfance ainsi que ses meurtres et les paraphilies dont il était atteint, parlons rapidement des actes de cannibalisme auxquels il s'est adonné et des parties de corps qu'il a gardées. Comme dit plus tôt, les policiers ont trouvé de nombreux morceaux de corps humain dans l'appartement de Jeffrey Dahmer. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'il tua sa première victime, Jeffrey tenta de briser les os avec un marteau, et dissémina la poudre et les petits morceaux dans le jardin de ses parents. Aussi, il avouera, suite à son arrestation, avoir transporté une tête dans une boîte jusqu'à son lieu de travail. Pourquoi ? Dahmer n'était pas vraiment un sadique tortionnaire, mais j'y reviendrai plus tard. S'il les tuait, puis mangeait ou gardait des parties de leur corps, c'était tout simplement parce qu'il voulait que ses victimes restent avec lui et proches de lui pour l'éternité. Tout commença par de la curiosité, puis ça finit par devenir un comportement compulsif. Pour lui, la pulsion était si forte qu'il ne pouvait lutter contre. Il avait ce besoin et devait garder une partie du corps de la personne, ou des souvenirs puisqu'il prenait aussi en photo les cadavres afin de se souvenir de ce à quoi il ressemblait avant de s'en débarrasser. Le plus étonnant est que Jeffrey se rendait bien compte que tout ça était surréaliste, allait trop loin et était même grotesque, terme utilisé par une journaliste qui l'interrogea. Mais il assura qu'il ne pouvait pas lutter contre. Et si j'ai dit plus tôt que l'abandon de la mère était une information importante, c'est parce que ça fait assez sens ici.
Lorsqu'il était petit, son père était peu à la maison. Ses parents se disputaient souvent de manière très violente et le négligeaient. Et même plus grand, sa mère l'a laissé seul tandis qu'elle partit avec son petit frère. Suite à tout ça, quelque chose s'est brisé en Jeffrey et il développa une profonde peur de l'abandon causée par toutes ses expériences passées. Peur de l'abandon qui le poussa à tuer afin de ne pas ressentir à nouveau le départ des hommes qui lui plaisaient. Par la suite, Jeffrey tentera même de créer ce qu'il appelle des zombies, en injectant de l'acide ou de l'eau chaude dans le cerveau de certaines de ses victimes. Et ce dans le but de pouvoir les contrôler et de faire en sorte qu'ils restent chez lui et qu'ils s'y sentent bien, de faire en sorte qu'ils ne soient pas une fois de plus abandonnés. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, ça ne fonctionna jamais. Pour finir, un docteur dira pour illustrer ses actes de cannibalisme que vu que Dahmer se sentait vide et seul à l'intérieur, ce fut sa façon de remplir cette sensation de vide, au sens littéral. Jeffrey lui dira qu'il préférait les avoir avec lui, même morts, plutôt que de les voir partir et l'oublier. Dr. Hickey recalls the first thing Jeffrey Dahmer's mother told him when they met. And the first thing she said, my son never tried to hurt anybody. He killed them, but he never tried to hurt them, which was absolutely true. Every necrophile I've ever interviewed or researched, none of them ever try to hurt their victims. They just kill them. I'd say 95% of them are not sadistic because they want the corpse to be with the corpse. Et là, peut-être que vous vous dites que Jeffrey Dahmer était un psychopathe, qu'il était quelqu'un qui aimait et prenait plaisir à faire le mal. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai en réalité. Tout d'abord, un point qu'il me semble important à préciser, étant donné que les gens font souvent l'erreur, tous les tueurs en série ne sont pas des psychopathes, et tous les psychopathes ne sont pas forcément des meurtriers. Beaucoup de gens pensent que tueur en série et psychopathe signifient la même chose, mais ce n'est pas le cas du tout, même si oui, il existe des tueurs en série psychopathes. La psychopathie est un trouble de la personnalité complexe qui se caractérise principalement par un comportement antisocial, c'est-à-dire un manque de considération pour les autres, un manque d'empathie, un comportement manipulateur, un manque de remords, etc. Pour la déceler, les professionnels de santé utilisent une échelle et font passer des tests. Un score d'au moins 30 sur 40 est requis pour qu'une personne soit considérée comme psychopathe. Et encore une fois, quelqu'un diagnostiqué psychopathe ne deviendra pas forcément un meurtrier. Par rapport au test et à cette échelle, Jeffrey Dahmer a obtenu 22 points sur 40. Il n'est donc pas considéré comme psychopathe aux yeux de la médecine. Un autre point important est que Dahmer n'a jamais aimé faire du mal à ses victimes. Il ne prenait pas de plaisir à les torturer, ne tirait aucune satisfaction des supplications, etc. Au contraire, pour lui, il fallait passer par la mort pour arriver à assouvir ses pulsions, mais il ne prenait pas de plaisir à proprement parler dans l'acte de tuer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il les droguait pour qu'elles dorment, pour se sentir maître et avoir le contrôle, mais aussi pour ne pas qu'elles souffrent. Jeffrey a même montré des remords, que ce soit dans les interviews ou durant son procès. Il prendra la parole dans son procès pour dire qu'il se souhaite à lui-même la peine de mort, et que s'il pouvait faire revenir ses victimes, il le ferait. Il comprenait d'ailleurs parfaitement que personne ne puisse lui pardonner et qu'il ait fait du mal. Mais attention, je ne cherche pas à défendre Jeffrey ou à créer de la sympathie envers lui. Au contraire, ses actes ne peuvent être minimisés ou pardonnés, et lui-même le savait. Je trouvais simplement important d'expliquer pourquoi il n'était pas considéré comme psychopathe, et pourquoi il n'entrait pas dans cette catégorie. Ça me semblait intéressant de pouvoir évoquer ça avec un cas concret, mais je pense que je ferai un jour une vidéo dédiée au sujet de la psychopathie. Suite à son arrestation, de nombreux psychiatres et médecins ont pu étudier le cas de Jeffrey Dahmer et l'interroger. Ceux-ci ont affirmé que le meurtrier souffrait de nombreux troubles psychologiques, comme par exemple un trouble schizotypique se caractérisant par un inconfort intense dans les relations sociales. Les personnes atteintes sont persuadées d'être différentes et de ne pas être à leur place. Dans la série Netflix par exemple, Jeffrey dit souvent qu'il est différent, pas comme les autres. À ça s'ajoute un trouble de la personnalité limite, aussi connu sous le nom de trouble de la personnalité borderline. Les personnes atteintes par ce trouble complexe
ne supportent pas la solitude ou l'abandon, ont du mal à gérer leurs émotions, ont un comportement à risque, comme par exemple la consommation d'alcool ou de drogue, comportement impulsif, etc. Pour finir, ils l'ont diagnostiqué comme étant atteint de troubles paraphiliques et de troubles obsessionnels compulsifs, notamment quant à ses impulsions liées à la sexualité. Toutefois, il ne faut pas glamouriser Jeffrey Dahmer et minimiser ses actes comme on peut le voir sur Twitter ou TikTok en ce moment. Et si le jury l'a déclaré coupable, c'est parce qu'il était selon eux assez sain d'esprit pour comprendre que ce qu'il faisait était mal. Il cachait par exemple cette personnalité destructrice et ses actes en public. Il mentait pour ne pas se faire repérer, préparait ses plans en avance, faisait en sorte que ses victimes soient seules lorsqu'il les approchait, dissimulait des preuves, manipulait la police, etc. Une voisine disait même que pour entrer dans son appartement, Dahmer ouvrait à peine la porte et se glissait à l'intérieur, comme pour cacher quelque chose que personne ne devait voir. Il fut donc bel et bien diagnostiqué comme atteint de différents troubles mentaux, mais pour les médecins, ces troubles n'étaient pas ce qui le poussait à tuer. Il n'agissait pas sous l'impulsion d'une quelconque maladie mentale, mais était conscient et le faisait de manière consciente pour assouvir ses envies. Une autre preuve utilisée pour prouver ça est que Dahmer avait besoin de boire de l'alcool avant de tuer. Selon les médecins, s'il avait eu un besoin compulsif de tuer, il n'aurait pas besoin de boire et de reproduire à chaque fois tout un rituel. So, when we talk about Jeffrey Dahmer, was he born a killer or made one? We have to understand it's not just one quick, simple answer. It is complex. And all the psychiatrists who studied his case would agree that there was multiple things that were involved. Parenting is so important. Most people who have troubles like that don't become murderers. He really made some choices. It wasn't like he was mentally ill. He knew exactly what he was doing. He just allowed himself to go down that pathway because his need to be with people was so great. There's a lot of things along the way, but he made his own decisions. And as he crossed those lines, he got to a point where there was no return. He could never go back. And he became much more comfortable with the idea of being people who were dead. And that, of course, was a game changer for him and for our nation. En 1994, Dahmer est tué en prison par un autre détenu. Suite à ça, ses parents ne réussirent pas à se mettre d'accord quant à quoi faire de la dépouille de leur enfant. Son père souhaitait que le cerveau de son fils soit aussi incinéré, tandis que sa mère, elle, souhaitait que son cerveau soit envoyé à la science pour être étudié. Finalement, son cerveau finit par être incinéré avec le reste du corps. Et si le cas de Jeffrey Dahmer est intéressant à étudier, c'est justement parce qu'il n'était pas simplement un être sadique aimant faire le mal, bien qu'il l'ait fait tout de même. Jeffrey était atteint par de nombreux troubles psychologiques et pouvait parfois donner l'impression qu'une certaine contradiction existait entre sa façon de penser par moments et les actes horribles dont il était l'auteur. Sa famille ne se douta d'ailleurs de rien jusqu'à son arrestation. Était-ce de la négligence ou parce qu'il le cachait très bien? Un petit peu des deux, je pense. Il était bon manipulateur, certes, mais si sa famille s'était un petit peu plus intéressée à ce qu'il faisait, elle aurait sûrement pu découvrir la face cachée du meurtrier et de nombreuses victimes auraient pu être évitées. Et c'est ce qui conclut notre analyse du cerveau de Jeffrey Dahmer. Je ne pensais pas traiter de ce sujet et je voulais rester éloigné de ce genre de cas dans un premier temps, mais la série Netflix m'a donné envie de faire une vidéo sur lui. Alors effectivement, je ne parle pas de toute son histoire, et je ne voulais pas rentrer dans tous les détails sordides, mais je raconte un petit peu ce qui s'est passé au niveau de son cerveau et ce que les médecins ont diagnostiqué chez lui. Je trouve qu'il est toujours intéressant de déconstruire et d'essayer de mettre des mots sur ce que vit une personne, ce qui l'habite, comment elle pense, pourquoi, etc. Nous sommes tous différents et différentes, et nous vivons tous des choses qui parfois peuvent nous marquer ou laisser des traces. Ça n'excuse pas tout, et une fois de plus, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais il est intéressant d'étudier et de comprendre. Pour finir, je me dois de dire à nouveau que les actes de Dahmer ne peuvent être excusés. Et ce n'est pas une personne à idolâtrer comme certains s'amusent à le faire en ce moment sur internet. Dahmer a pris 17 vies, brisé 17 familles, choqué un pays et détruit sa propre famille. Après sa mort, sa mère tenta de se suicider, mais échoua. Sa grand-mère, chez qui il avait vécu un moment, s'enferma chez elle et ne supporta plus la pression des journalistes. Son frère David, lui, a fini par changer de nom et n'a jamais parlé de cette histoire en public.
Certes, il était atteint de nombreux troubles mentaux, mais les spécialistes affirmèrent qu'il était conscient de ce qu'il faisait, et lui seul décida de briser ses vies et ses familles. Et finalement, une des choses les plus malheureuses et frustrantes dans tout ça est que Jeffrey aurait pu être arrêté bien plus tôt et de nombreuses victimes auraient pu être épargnées. Car cette histoire, ce qu'elle montre en réalité, c'est aussi le racisme et l'homophobie de l'époque qui ont fait qu'il puisse s'en sortir si longtemps, qui ont fait que cet homme destructeur et malade fut en mesure de tuer pendant 13 ans. I sincerely hope that you might intervene in some way to help my son, who I love very much and for whom I want a better life. I do feel, though, that this may be our last chance to initiate something lasting, and that you can hold the key. Sincerely, yours, Lionel Dahmer.